Émission spéciale du 23 novembre 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de vous offrir cette émission enregistrée au Festival des Arts sourds de Sherbrooke. Bonsoir à vous, cher public dans la salle. Il y a des gens qui lèvent la main, qui applaudissent. Alors aujourd'hui, on va parler de culture sourde, de son importance, de ses richesses aussi. Et on va le faire avec plusieurs invités, à commencer par Stéphane Jacques, directeur général de l'Association des sourds de l'Estrie. Bonsoir, Stéphane. Oh, on va prendre le Bonjour. micro. Oui! Alors, est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms et accords de genre? Oui, en fait, ce soir, c'est spécial. Aujourd'hui, je me présente comme Marilyn Monroe, en fait, de Marilyn Monroe des années 60. Donc, voilà. C'est une femme qui était militante, qui était assez populaire aussi avec son vécu. Tout ça, ça m'a beaucoup intéressée. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu l'incarner ce soir. Est-ce que c'est la première fois que tu es en drague, Stéphane? Oui, c'est la première fois pour ce soir, oui. C'est un défi pour moi, vraiment. Comment tu te sens? Oh, je suis un peu nerveux, mais ça va. Je vois pas très bien en plus, là. En plus, j'ai pas mes lunettes, mais c'est pas grave. Ça va aller. Ça va bien se passer, Stéphane, je te rassure. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Stéphane, faire partie de la communauté sourde? Pour moi, en fait, j'ai grandi avec l'oralisation et la langue des signes. Donc, c'était important pour moi de pouvoir mêler les deux ensemble. C'est sûr que moi, je travaille comme directeur. J'aide les sourds et tout ça. On organise des activités de sensibilisation et aussi dans toute la communauté sourde de Sherbrooke et de l'Estrie également. Donc, c'est très important pour moi là, depuis que je suis petit, oui. Le festival se termine bientôt. Comment tu as trouvé cette deuxième édition jusqu'à maintenant? J'ai pas compris. Commence la question. Je la redis? Oui. Le festival se termine bientôt. Comment tu as trouvé cette deuxième édition jusqu'à maintenant? Oui, la deuxième édition, oui. En fait, la première édition, c'était des étudiants là, qui avaient mis en place ce projet. Justement, elle est présente ici, Émilie, avec le chandail rose. Donc, c'est elle qui avait pris l'initiative pour débuter là, le projet. Et puis, nous, on s'est mis en collaboration, là, l'association de l'Estrie, pour pouvoir poursuivre là, le projet avec elle, pour développer aussi là, dans la région. Donc, voilà. On va poursuivre la discussion dans quelques instants et on va également s'entretenir ce soir avec la direction générale du Centre DC Arts interdisciplinaire, qui est partenaire du festival et de cette émission spéciale. MAP, bonsoir. Allô? Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, avant, c'est indisciplinaire. Indisciplinaire, Et non excuse-moi. inter. En plus, je l'ai écrit correctement, mais je l'ai mal lu. Mais ça l'arrive toujours. Parfait. Donc, mes pronoms, c'est IL ou elle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère. Sinon, je suis une personne blanche, j'ai les cheveux bruns foncés, je suis maquillée, je suis habillée en noir avec un corset, avec une belle petite chemise un peu transparente. Du maquillage juste ça. aussi. Oui, je suis maquillée. Tu as passé beaucoup de temps sur le maquillage aujourd'hui. On a vu ça dans les loges. Ouais, c'était juste pour pas socialiser avec les autres. Une bonne excuse. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, MAP, être une alliée des communautés sourdes et malentendantes? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être une personne alliée pour la communauté? Ben, c'est comme un minimum de respect, en fait. Quand j'ai décidé d'apprendre la LSQ, de faire des études comme interprète, etc., ben déjà, c'était pour payer moins cher d'interprète parce que c'est vraiment cher, puis il y a une pénurie. Fait que je me suis dit, je vais devenir interprète moi-même.
Fait que, mais sinon, pour vrai, depuis que je suis jeune, en fait, que je côtoie des personnes sourdes. Donc, pour moi, c'est juste Ça allait de soi. C'était normal. naturel, oui. Exactement. On va poursuivre aussi la discussion dans quelques instants. En deuxième moitié d'émission ce soir, nous allons recevoir un duo d'artistes drag qui se produiront sur scène juste après nous. Donc, ce sera l'occasion de faire monter l'énergie dans la salle avant le spectacle final du Festival des Arts sourds de Sherbrooke. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom il ou elle, accord au masculin ou féminin au choix. Et ce soir sur scène, je porte une chemise carottée bleu et vert avec des jeans, des chaussures noires et j'ai beaucoup de cheveux avec beaucoup de volume. Ils sont difficiles à cadrer, mais je pense que ça a de l'allure ce soir. Alors, nous sommes en direct du théâtre Le Parvis à Sherbrooke. C'est parti pour tous. Le Festival des Arts sourds de Sherbrooke est un événement de l'Association des sourds de l'Estrie, un organisme qui défend les droits de la communauté sourde et malentendante dans la région. On en discute avec son directeur général, Stéphane Jacques. Rebonsoir, Stéphane. Bonjour. Alors, parlons un peu d'abord de cette communauté sourde en Estrie. Elle ressemble à quoi? Est-ce que vous avez un bon portrait? Oui, la communauté de Sherbrooke de l'Estrie, c'est une belle communauté, très, très enrichissante, très différente de Montréal. Donc, moi, je demeurais à Montréal, je suis venue ici. C'est une super belle communauté qui est petite, mais on se considère comme une famille. Donc, c'est particulier. Quand je suis arrivée, c'est ça, c'était vraiment... je travaille avec des gens depuis, ça fait plusieurs années, donc... on a une belle chimie, c'est très beau à voir. C'est un beau secteur, l'Estrie. Franchement, c'est très beau, la nature est présente, donc c'est vraiment un bel endroit à vivre. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes sourdes en Estrie? Ou je vous dirais environ 300 sourds. J'ai pas compté. Là. C'est sûr que là, la surdité, ça comprend aussi ceux qui sont devenus sourds plus tard, malentendants aussi. Donc, je vous dirais autour de 300 personnes sourdes dans la région. Tu disais qu'il y avait des différences entre la communauté ici en Estrie et la communauté à Montréal. Ça s'exprime aussi dans les signes en LSQ. Il y a des différences, des régionalismes qu'on pourrait dire. Est-ce que tu aurais un exemple d'un régionalisme en LSQ en Estrie? Par exemple, ici, quand on remarque, là, les sourds de Montréal ont un accent là, comparativement à ceux de l'Estrie, donc on doit s'adapter, mais c'est ça. Comme tout le monde, on s'adapte. Comme les sourds de Québec également, ça ne nous dérange pas de s'adapter. Pour nous, c'est important la communication. Donc, quand elle est présente, la communication, il n'y a pas de problème. Donc, la langue est diversifiée, puis c'est bien correct comme ça. Quels sont les défis particuliers des personnes sourdes à l'extérieur des grands centres urbains que sont, par exemple, Montréal ou Québec? La région de Montréal, en fait, c'est très... la communauté, elle est très présente, elle est très diversifiée. Puis c'est sûr que, par exemple, il y a une petite équipe... à Montréal, c'est plus grand, il y a plus de services qu'en Estrie, c'est certain. Fait que on doit faire beaucoup de références, mais en fait, en général, c'est pas mal ça les défis qu'on peut retrouver. Mais c'est une belle équipe quand même. On a une belle équipe d'employés. Vraiment, on a un beau CA également, donc vraiment, c'est super. Est-ce que le fait que la communauté soit plus petite fait en sorte qu'il y a peut-être une plus grande solidarité, une plus grande proximité entre les personnes? Ben, je pourrais pas comparer avec Montréal, mais de ce que je remarque de Sherbrooke,
On est très, très, très tissé serré. On est comme une famille, hein, on est très, très proches. Et j'ai comme l'impression aussi qu'on est beaucoup plus solidaires. C'est très beau à voir, vraiment. On est au Festival des arts sourds de Sherbrooke, la deuxième édition. C'est quoi l'importance, tu dirais, de l'art pour les personnes sourdes et malentendantes? Mais en fait, parce que, par exemple, Émilie, c'est elle qui avait parti la première édition. Donc là, la deuxième édition, j'ai pu participer avec elle. Donc, c'est vraiment d'encourager les artistes de la région. Donc, c'est très important pour moi. Et on a travaillé très, très fort pour mettre en place ce projet-là. On voulait un endroit qui était connu. On veut montrer notre communauté. On est fiers de ce qu'on est. Donc, c'est vraiment important pour nous. Pour moi, c'était vraiment important pour moi de montrer la communauté sourde. Que voilà. Et quelle place l'art occupe dans ta vie? Oui, c'est important pour moi, l'art, très, très important. C'est une manière de m'exprimer, c'est une façon d'aller changer avec les autres. C'est très important. Moi, je suis un artiste dans l'âme, là. Je suis une personne colorée. Les arts, c'est quelque chose qu'on peut pouvoir avoir plein de perceptions qui sont différentes, qui peuvent être présentées. Donc, vraiment. D'ailleurs, ce soir, on le disait en début d'émission, tu es en Marilyn Monroe ce soir. Qu'est-ce qui t'a inspiré à choisir Marilyn Monroe pour ton premier personnage drague? Ben en fait, c'est ça. Moi, je me suis beaucoup informée sur Marilyn Monroe. J'ai beaucoup lu sur elle. En fait, elle a eu un parcours difficile, assez difficile. Elle n'avait pas de parents. S'est beaucoup promenée dans plusieurs familles d'accueil. Elle a rencontré beaucoup de défis au cours de sa vie. Puis, ça n'a pas été facile pour elle. Donc, malheureusement, oui, elle a quitté ce monde. Mais dans les années 60, là, c'est pas comme aujourd'hui, hein, vous savez. Donc, les perspectives sont différentes, beaucoup plus de discrimination. L'art débutait à ce moment-là, là, ça commençait. Le féminisme aussi démarrait à ce moment-là. Donc, c'était une personne qui m'a beaucoup inspirée, oui. C'est pas tout le monde qui accepterait de se mettre en drague. Tu as beaucoup de courage de le faire. Qu'est-ce qui t'a motivé à jouer le jeu avec nous ce soir, avec les deux artistes qui vont suivre l'émission? Ben, en fait, je voulais faire partie de l'équipe, des deux drags, puis aussi montrer à Sherbrooke. Puis en même temps, je voulais aussi montrer... parce que moi, je suis une personnalité unique. Je voulais la présenter aujourd'hui. Je voulais faire quelque chose de différent, puis vivre l'expérience vraiment là, à fond, complètement. Quand on s'est parlé plus tôt cette semaine, tu me disais que pour toi aussi, le festival, c'était important pour que les gens, les jeunes, surtout les enfants, aient accès à des modèles pour la LSQ, entre autres. Toi, est-ce que tu en as eu des modèles dans ton parcours de gens qui t'ont inspiré à apprendre la LSQ? Oui, quand j'étais jeune, en fait... j'avais beaucoup de retard d'apprentissage au niveau de la langue aussi. L'acquisition de la langue, elle s'est faite plus tard. Donc, j'ai commencé à parler à 4 ans, donc c'est assez tard. J'allais beaucoup à l'hôpital parce que j'ai une condition là, qui me faisait en sorte que je me présentais souvent à l'hôpital. Donc, à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à apprendre la langue des signes et à parler en même temps. Donc, ça s'est fait au même moment. Donc, à l'école, il y avait la langue des signes plus... mais là, autrefois, c'était pas comme aujourd'hui, là, mais... puis mes parents aussi voulaient aussi beaucoup pousser ma parole, donc voilà. Donc, des fois, j'ai tendance à mélanger les 3 langues. Donc, j'ai essayé de m'intégrer dans la communauté, mais c'est sûr que je vais mélanger plusieurs langues quand je m'exprime. Tu as eu un parcours scolaire atypique.
Tu as lâché l'école en secondaire 4 avant de retourner aux études, terminer ton secondaire 5, puis tu as fait 2 diplômes d'études professionnelles, 2 DEP. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce parcours-là, de cette étape-là de ta vie qui a été beaucoup avec des hauts et des bas? Oui, j'ai vécu beaucoup de montagnes russes dans ma vie, surtout sur le plan académique. Ça a été difficile pour moi l'intégration à l'école. Je me sentais vraiment différent des autres. J'étais en fauteuil roulant, donc je sentais vraiment la différence. C'est pas contre la communauté. Là. J'aime beaucoup la communauté, c'est pas ça. C'est juste que ça a été difficile pour moi de m'intégrer dans des groupes d'amis, des groupes de sourds aussi. Puis pour le voyagement, pour aller à l'école aussi. Puis moi, je demeurais plus loin. J'étais fatiguée. J'arrivais à la maison. J'avais pas de motivation pour faire mes devoirs. Donc, c'était très, très difficile. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Puis ensuite, j'ai abandonné l'école parce que j'étais pas heureux au secondaire. Puis, c'est ça, je me cherchais beaucoup. Je savais pas vers quoi m'orienter. J'étais limitée aussi. J'avais pas de modèle non plus. J'avais rien qui... J'étais vraiment perdue. J'étais vraiment perdue, là. Donc, puis mon père aussi m'aidait à réfléchir. Donc, finalement, je suis retournée à l'école. J'ai terminé mon secondaire. Puis j'ai poursuivi vers des études professionnelles. Puis j'ai finalement décroché 2 diplômes. Et à cette époque-là aussi, tu as vécu de l'intimidation. En tout cas, ça a fait partie de ton parcours. Aujourd'hui, avec le recul, comment tu as réussi à utiliser ces moments-là un peu plus difficiles pour transformer, en fait, ces expériences-là en quelque chose de positif? Comment je pourrais expliquer ça? C'est une très bonne question. Hein? Oui, assez difficile. J'ai appris à me défendre plus, à m'affirmer. C'est sûr que moi, si on m'intimide, c'est pas mon problème à moi, c'est le problème de l'intimidateur, mais aussi, en vieillissant, je me suis beaucoup plus calmée. Je travaille avec dans une association, donc j'ai appris beaucoup, j'ai changé beaucoup. Mes valeurs ont beaucoup changé avec le temps. J'avais pas beaucoup d'estime autrefois. Aujourd'hui, j'ai gagné beaucoup d'estime avec les années, avec les études que j'ai été acquérir aussi. Donc aujourd'hui, je suis très, très fière de moi, de mon parcours, là, vraiment, là. Effectivement, on prend le temps de le souligner. Tu as parlé, en fait, dans ton parcours aussi, à un moment donné, tu es arrivé à l'Association des sourds de l'Estrie. Comment ça s'est fait, ton arrivée à l'association, et qu'est-ce que tu as appris avec le temps? Parce que ça fait longtemps, là, quand même, que tu as commencé. Oui! Moi, j'avais 2 DEP, mais qui n'étaient pas en lien avec la gestion d'un organisme. Hein. Donc, finalement, j'avais d'autres plans autrefois au moment de faire mes études. Quand j'ai participé à l'association, je me suis dit, bon, je vais me débrouiller. On m'a aidé, on m'a supporté, on m'a montré comment ça fonctionnait. J'ai appris avec les années, avec l'expérience. Aujourd'hui, c'est sûr que ça commence tranquillement à bien aller, mais oui, ça va. Ça a pris du temps, là. Et tout ça pour nous amener aujourd'hui à ce 2e Festival des arts sourds. Je terminerai en te demandant, comment décrirais-tu ta journée en 3 mots? Une grosse journée. Une grosse journée. Une grosse journée. C'est 2 mots, ça. Il m'en reste un mot? OK. C'est beau à voir. C'est beau à voir. En fait, ce qu'on retient, c'est que c'était positif et que tu as eu du plaisir. Bon, c'est ça. C'est une très belle journée, oui. C'est ça l'important. En tout cas, moi, je vous remercie de l'accueil que vous nous avez réservé au Balado Tous. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir faire partie de cette 2e édition. Et puis, c'est pas terminé l'émission. On va poursuivre dans quelques instants avec MAP. Il y aura d'autres invités après. Alors, merci beaucoup, Stéphane, de ta participation et de t'être prêté au jeu aussi. On va te retrouver aussi sur scène tantôt, hein? On va te revoir sur la scène en spectacle? Oui, Stéphane aussi fera partie du spectacle après. Oui, je vais faire partie du spectacle. Merci, Stéphane.
Santé. Comme on le disait, donc après l'émission, il y aura 2 drag queens en performance, en plus de Stéphane. C'est un spectacle qui est coordonné par le Centre DC Arts Indisciplinaire. Merci, je me suis Bravo! repris. Alors, on poursuit la discussion avec MAP, qui en assure la direction générale. Bonsoir, MAP. Rebonsoir plutôt. Rebonsoir. Alors, DCAR encourage la pratique d'un art inclusif des personnes sourdes ou en situation de handicap. Comment ce projet-là a commencé? Ben, déjà, on se présente pas comme inclusif, dans le sens où on dirait que c'est toujours le vocabulaire de ceux qui le sont pas puis qui veulent le devenir. Fait qu'on n'utilise pas inclusif, ni situation de handicap, étant donné qu'on s'identifie plus, en tout cas, comme handicapé tout court ou sourd. Sinon, comment ça a commencé? En fait, le centre d'artiste, je l'ai créé après avoir écrit mon mémoire de maîtrise en recherche-création. Puis ma conclusion, c'était ça. C'était, je vais me créer un centre d'artistes pour les artistes sourds et handicapés, parce qu'il n'y en a pas. À quel besoin tu répondais pour pouvoir les aider, dans le fond, à créer, parce que c'est ça l'objectif? Oui, mais en fait, au départ, mon premier but, en fait, c'est que ma maîtrise, elle a été extrêmement difficile. J'ai fait une dépression. Tu es très isolé quand tu fais une maîtrise. En plus, quand moi, je suis une personne autiste, donc c'est très difficile comme parcours, surtout à l'université, de naviguer à travers ça. Donc, ça a été un parcours vraiment difficile. Puis, je me sentais pas à ma place, ni dans le milieu des arts, ni dans le milieu universitaire. Donc, le premier besoin auquel je voulais répondre, c'était de m'offrir à moi-même, d'abord, un endroit sécuritaire pour, ce que je dis, c'est de faire et être en paix. Genre, avoir la crise de paix, genre. Avec la vie avec toi, avec le processus créatif? Exactement. C'est comme si ça m'avait pris une maîtrise pour me rendre compte pourquoi les gens sont travailleurs autonomes. Ça a des avantages, ça a des inconvénients aussi. Ouais. Mais là, quand tu parles d'espace pour toi, c'est vraiment espace au sens large. Ce n'est pas nécessairement un lieu physique, un local, c'est un espace aussi mental. Bien, c'est surtout un espace mental. En tant que personne autiste, tout ce qui est notion du temps, des dates, des exigences de la norme, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, extrêmement stressant, puis qui est finalement handicapant pour la majorité des personnes handicapées, peut-être même sourdes, j'imagine. Donc oui, c'est beaucoup cette notion d'avoir le temps de le faire selon son propre temps d'abord. Un espace mental aussi, plus qu'un lieu physique dans mon cas, étant donné que j'ai pas d'incapacité physique. Et un des modèles que tu suis, en fait, ou que tu aimerais recréer, c'est vraiment le modèle des centres d'artistes, mais on remonte là, dans le temps, la Révolution tranquille, années 60, 70 environ. Ça ressemblait à quoi à ce moment-là, les centres? Et qu'est-ce que tu cherches à recréer, en fait, en t'inspirant de ces initiatives-là du passé? Oui, ben, dans le fond, je ne sais pas si vous connaissez bien Véro Leduc, qui a fait une recherche justement sur la place des artistes sourds et handicapés au Canada. Donc, elle a fait cette étude-là, puis dans cette étude-là, elle a révélé que les centres d'artistes, c'est un lieu qui est vraiment très important parce que c'est communautaire, c'est autogéré, c'est les artistes qui décident. C'est un lieu de professionnalisation. Tu sais, c'est pas marchand. C'est pas de la galerie, c'est pas du gros musée. Donc, ça, c'est le gros avantage du centre d'artistes. Puis moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je fais un centre d'artistes? Oui, parce que c'est comme la seule solution que j'ai pour pouvoir autogérer la patente. Mais
c'est un vieux modèle. Je veux dire, c'est la révolution tranquille. On ramène en 2024. Là, puis même avant, là, je veux dire, ceux qui ont mené à ces réflexions de faire comme, hey, nous autres, on va créer au Québec des centres où on se gère nous-mêmes. Là, on remonte à des artistes comme Bordua. Là, il est né en 1905. Là. Fait que ça a pris du temps là, avant qu'on arrive à cette idée de faire hey, on va créer des regroupements d'artistes où on s'autogère. Toutefois, les personnes handicapées, les personnes sourdes, on n'était pas dans cette société avant-gardiste à ce moment-là. La majorité des personnes handicapées étaient internées. Les personnes sourdes étaient en institut. Donc, on n'était pas là. Alors là, c'est le temps de l'être. Exactement. Je me suis dit, hey, on va refaire les centres d'artistes, mais c'est notre tour. Alors, vous en êtes où dans la création de cette synergie-là, dans votre développement? Bien, déjà, notre règle d'or, c'est le Crip Time. Donc, c'est comme un concept du temps handicapé, qui veut dire qu'on prend le temps qu'il faut. Fait qu'on est bien lent. Donc, on va à notre rythme, mais ben, déjà, je l'ai fondé depuis 2 ans. Puis on avance, on est beaucoup à l'interne, en fait. Fait qu'on se regroupe, on jase, on se demande c'est quoi nos problèmes. Pas nos problèmes... c'est pas des questions qu'on se pose qui sont OK, mais mettons, nous, les artistes sourds par rapport aux artistes entendants. On essaie d'aller loin de la norme puis faire comme OK, mais chez les artistes sourds à l'interne, c'est quoi qui se passe? Tu sais, en se questionnant pas sur les entendants, parce qu'on est toujours en train de réfléchir par rapport à la norme. Comme moi, par exemple, qui est artiste handicapé, autiste, bien, j'ai d'autres affaires à gérer que ceux qui sont pas autistes. J'ai des problèmes aussi, puis ça, on n'en parle pas beaucoup. Donc, c'est vraiment plus là-dessus qu'on travaille à l'interne, puis beaucoup aussi sur l'intersectionnalité. Tantôt, Stéphane parlait du fait que c'est une personne sourde et en fauteuil roulant. Et quand on met ces 2 identités-là ensemble, ça complexifie, puis souvent, on est déchiré entre 2 communautés. On ne sait pas trop où on va. Est-ce que les sourds vont être plus accessibles ou les paraplégiques vont être plus accessibles? Des fois, oui, des fois, non. Donc, ça devient très complexe. Puis, en ce moment, on travaille beaucoup sur les artistes sourds et handicapés noirs. Parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe avec eux autres. Mais tantôt, on va avoir une meilleure idée parce qu'on va recevoir sur scène en entrevue. Donc, tu dis, en même temps, vous travaillez sur cette intersectionnalité, mais vous nommez de manière séparée, en fait, personnes handicapées, personnes sourdes. Pourquoi c'est important pour toi, pour vous, d'avoir vraiment ces 2 mots-là qui coexistent ensemble? Ben, déjà, c'est d'avoir pris le temps de reconnaître que la communauté sourde ben, demande à ce qu'on reconnaisse que c'est une culture, étant donné qu'il y a une langue, c'est une culture en soi. Donc, tandis que les handicapés, on n'a pas une culture ou une langue d'handicapés. Donc, c'est vraiment des groupes qui sont distincts. Il y en a qui peuvent... Il y a des personnes malentendantes ou sourdes qui peuvent s'identifier comme handicapées. C'est correct aussi. C'est juste que c'est la demande de la communauté, tout simplement. Moi, je suis pas une personne sourde. Fait que si la majorité de la communauté dit nous, on est à part parce qu'on a une langue, on a une culture, on a une vision du monde qui est particulière, ben, je les crois. Fait que c'est ça. Montrer ce respect-là envers... Ben, c'est un respect, oui, c'est ça. C'est de prendre en compte la communauté concernée, puis de faire comme, OK, ben il y a comme une identification qui est séparée. Là où on se rassemble, c'est par rapport à l'accessibilité, aux luttes, aux oppressions
qui sont capacitistes. Puis dans le capacitisme, ben il y a l'audisme. On est à Sherbrooke ce soir. Oui. DCR est beaucoup plus à Montréal. Tu y habites. Ouais. Nos deux prochains invités également. Mais c'est important pour vous, ce contact avec les régions, même si en ce moment, vos activités sont surtout à Montréal? Oui, absolument. Le but, c'était de pouvoir desservir des artistes partout au Québec. C'est sûr que c'est très compliqué de se déplacer. Tu sais, je veux dire, on n'a pas une scène. Tu sais, fait que ça devient vraiment complexe d'aller chercher les gens hors de Montréal. Mais c'est important pour nous de prendre parce que les drags te font signe. C'est un projet en soi déjà fait, réfléchi puis porté depuis longtemps par la communauté. Puis cette année, c'était comme « Ah, voulez-vous prendre ce projet-là pour aller à Sherbrooke? Parce que nous, on n'a pas le temps. » Non, non, non. Fait que de prendre ce projet-là, pour nous, c'était super important de faire comme « OK, oui, on va prendre le temps pour que les drags te font signe puissent se rendre à Sherbrooke en novembre. » Parce qu'on le sait que la communauté tripe. Parce que soit ils trouvent ça drôle ou soit qu'ils trouvent ça très intéressant. C'est un bon deux. show. C'est un bon show. Les gens, ils rient, on danse, etc. Puis moi, j'ai participé à la dernière édition cet été. Donc, j'ai pu remarquer l'engouement. Autant d'entendants curieux que la communauté sourde qui... Ah, tripait. C'est un maudit gros trip. Moi, j'ai fait l'interprétation de chansons de Queen sur scène. Puis les gens qui gueulent, puis qui bougent de partout, la foule, c'était... Tu sais, j'ai compris à ce moment-là à quel point c'était important comme projet. Fait que cette demande-là de faire comme « Voulez-vous prendre un projet pour qu'il aille à Sherbrooke? » J'étais comme « Ouais, on s'en va à Sherbrooke. » Comme très important. En ce moment, vous n'avez pas pignon sur rue, mais éventuellement, ce serait peut-être quelque chose que vous aimeriez. Puis il y aurait une signification particulière, peut-être même de l'avoir, ce local-là, dans le village à Montréal. Pourquoi? Oui, moi, j'habite dans le quartier Hochelaga. Donc, c'est sûr que c'est un quartier que j'aime vraiment beaucoup, où j'habite depuis que je suis très jeune. Mais le village, en fait... ce qui devient cohérent pour moi, c'est en lien avec l'époque de la crise du sida. Puis le village, c'est vraiment un lieu très important pour les artistes, les activistes, aussi toute la perception du milieu médical dans la recherche par rapport aux patients en général. Donc, pas juste en lien avec la maladie. Mais ce rapport-là, tu sais, ça a changé beaucoup de choses, surtout à Montréal. Puis au centre handicapé, ça inclut les personnes qui sont malades aussi. Donc, le VIH, le cancer, une maladie qui est incurable ou curable, etc. Fait que pour moi, ça prenait beaucoup de sens si on avait pignon sur rue dans le village, où il y a besoin aussi d'une revitalisation. Puis ces temps-ci, ben c'est ça, j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur un artiste en particulier qui était positif, qui est mort du sida. Puis c'est pas des artistes qu'on connaît, c'est pas dans l'histoire de l'art du tout. En fait, son travail est archivé aux Archives gays du Québec. Plutôt que dans un musée. Exactement. Donc, tout ça, on l'espère que ça va débloquer éventuellement, mais ça demande des fonds. Et pour avoir des fonds, souvent, ça demande des demandes de subventions. Ça peut être un processus un peu rébarbatif, voire un obstacle. J'aimerais qu'on termine sur une anecdote que tu vas raconter par rapport à des demandes de subventions. Parce que toi, tu as voulu faire les choses différemment, puis tu as envoyé une demande de subvention en LSQ. Oui. Mais juste en LSQ, là. Ouais, on réfléchissait à un projet qui était avec Odan Youssouf.
Sur l'importance d'offrir des modèles aux jeunes sourds-sourdes. Ben, juste des modèles en partant. Après ça, des modèles artistes. Puis on avait réfléchi à ça, tu sais, comme on avait pris des enjeux de la communauté qui étaient de garder la LSQ le plus possible parce qu'il y a comme un sentiment de déclin par rapport à l'apprentissage de la LSQ. Donc, on est en train d'élaborer le projet. Puis, je me suis dit, ben, on va juste... Ça serait beaucoup plus cohérent, en fait, qu'on élabore le projet comme on le faisait, en langue des signes québécoise. Donc, on a juste enregistré tout. Fait que le budget, la description de projet, l'échéancier, c'est Odan qui se filme en train de créer un formulaire vidéo LSQ, finalement. Puis on a envoyé ça. Puis je me suis dit qu'il s'arrange, câlisse. Qui paye l'interprète, qui paye la traduction. Au pire, on est refusé, mais j'imaginais les gens au Conseil des arts de Montréal faire comme ah, c'est pas en anglais, c'est pas en français, qu'est-ce qu'on fait? Fait que on l'a pas reçu. Non, on l'a pas reçu. Il n'y a pas eu de nouvelles. Mais juste l'idée d'avoir fait capoter un Conseil des arts avec un contenu qui savait pas trop quoi faire avec, j'étais comme, d'accord, on a fait notre job. On n'est juste pas payé. Un petit bout de chemin à la fois, une tactique différente à la fois. Ça. Donc, MAP, à la direction générale du Centre DC Arts indisciplinaire, merci beaucoup d'avoir participé en fait à l'organisation de cette émission, à l'organisation du spectacle qui va suivre. Donc, Stéphane va rester avec nous sur scène parce qu'il va faire partie du spectacle après. Et puis, je vais inviter nos deux prochaines invités à venir nous rejoindre. On va mettre un petit interlude musical, puis on vous revient dans 2 petites minutes environ. Merci beaucoup. Comme il y a probablement des personnes qui nous regardent pour la première fois, que ce soit ici dans la salle ou sur YouTube, je vais prendre le temps de nous présenter brièvement. PO le fait avant l'émission, mais pour les gens qui nous regardent en ligne, en fait, nous sommes un média d'information inclusif sur l'actualité des communautés LGBTQ+. On enregistre un balado, une émission comme celle-ci, tous les mercredis soirs dans un bar du village à Montréal, le quartier LGBTQ+. Et toutes nos émissions sont interprétées en langue des signes québécoise.
base grâce à la contribution du Réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec, que je remercie profondément. On s'adresse autant aux membres des communautés LGBTQ+, qu'à la population en général. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est vraiment d'être un point de rencontre entre différentes communautés. Alors, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les informations sur notre site Internet www.toustes.com et vous trouverez également le lien vers YouTube pour aller regarder les émissions. Nous accueillons maintenant sur scène celles qui vont clôturer le Festival des Arts sourds de Sherbrooke. Elles sont rayonnantes, elles sont pimpantes, les artistes drague Sourdi Dinguette et Roséna Soleil. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Oui. Bonsoir. Alors, je commence avec toi, Sourdi. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Mon pronom, c'est Yel. Puis j'ai des pompons sur la tête en mauve, avec un foulard mauve, un gros manteau super chaud noir, puis une robe en dessous, mais ça, vous allez voir après. Pas tout de suite. Non. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie de la communauté sourde malentendante? Pour moi, une communauté chaude, c'est un moyen de se réunir de manière à qu'on s'identifie les uns et les autres. Et on se reconnaît chaque personne parce qu'on a des points communs, mais en même temps, on reconnaît qu'il y a des différences dans la communauté chaude. C'est comme plutôt parler d'intersectionnalité, c'est un mot vraiment important, puis c'est ce qui peut être prouvé dans la communauté chaude. Et toi, Roséna, est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, en fait, mon pronom. Ah, désolée, là, je suivais pas bien. Ah, excusez-moi, là, j'étais mélangée, désolée. C'est elle, E-L-L-E. Quand je suis en drague. Quand je suis en drague, c'est elle. Donc, quand je suis ici pour performer, je suis elle. C'est ça. Et ce soir, comment es-tu habillée? OK. Oh, arrête de couper, Mathieu. Arrête. OK. Ce soir, je suis habillée assez sexy. J'ai des collants, j'ai un juste corps. Donc, j'aime vraiment mon style aujourd'hui, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie de la communauté sourde malentendante? La communauté sourde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très clair, la question. Pour toi, en fait, qu'est-ce que ça représente être sourde? Ah, OK. Pour moi, la communauté sourde... Oui, bien, en fait, j'aime prendre part à la communauté. Quand je performe, c'est plus facile pour moi d'avoir l'interprète devant moi parce que j'entends pas très bien la musique. Donc, c'est pour moi très important d'avoir l'interprète devant moi. Justement, parlons de votre art du drague. Je vais commencer avec toi, Sourdi Dinguette. Comment tu décris ton style de drague? Moi, mon style de drague est très particulier, un peu hors norme, parce que je suis plutôt drague créature. Et en fait, c'est un mot qui a été qu'on me dit par Gadafuck. Puis il me dit qu'on pouvait être une créature, non seulement drag queen ou drag king. Fait que moi, je suis plus créateur parce que j'ai un personnage qui est surtout inspiré de la Chine. C'est comme la Chine noire qui est très connue dans le ballet. Fait que je cherche à donner l'expression très sombre.
Et comment t'en es venu à créer ce personnage-là, cette personnalité de Sourdidinguette? Quand que j'ai commencé mon drag, il y avait une chanson qui m'a beaucoup inspiré, précisément son album, puis justement, qu'elle s'appelait Negro Swan, fait que euh, un signe noir à personne noire, en fait. Fait qu'elle m'a beaucoup inspiré, parce que le chanteur lui-même, il vient de la Guyana, qui est un pays dans le sud où est que mon père est né, et en plus, il est queer, fait qu'elle m'a beaucoup inspiré, puis je me suis dit, ben, prendre une partie de lui que j'ai découvert et transformer mon personnage. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du drag? Ça me permet de m'exprimer que je ne fais pas en tant que personne non drague. Puis parce que il y a des choses que j'aime beaucoup exprimer, mais que une fois que je suis à drague, je me sens moins caché. C'est comme si j'ai une facette qui est moins vulnérable, moins timide. Tu te laisses plus aller, là. Ouais, exactement. Roséna, toi, comment tu as commencé à faire tes premiers pas dans le monde du drag? En fait, c'était en... mon Dieu. 2000... 2018 que j'ai commencé avec Jonathan, le fondateur de Drague de Fonsigne. Donc, c'était au cabaret Mado. J'étais vraiment gênée la première fois. Je me suis vraiment forcée là, à participer à la performance. Donc, je me sentais j'étais très satisfaite de ma performance, vraiment. C'était la première fois pour moi. Et pour toi, quelles sont tes sources d'inspiration pour ta personnalité de Roséna? P.O., Pierre-Olivier, parce qu'en fait, c'est ça, là. J'avais pas encore mon nom de drague. Et puis, P.O. m'a proposé un nom. Donc, on a pensé à un nom en français, puis en créole aussi haïtien. Puis, on a pensé à un mot. Puis, c'est ce nom-là qui est sorti. Je suis vraiment contente. Merci, P.O. Puis parmi les chanteurs, les chanteuses qui t'ont servi de modèle, est-ce qu'il y en a une en particulier qui est plus importante? Dans les choix de chansons que j'ai faits, Est-ce qu'il y a une artiste là, que tu fais comme « Ah, ça, je veux absolument chanter, danser sur sa musique ». Ben c'est sûr que quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être 7 ans, 8 ans, autour de ces âges-là. J'adorais beaucoup Jennifer Lopez. J'adorais beaucoup Jennifer Lopez. J'essayais de l'imiter quand j'écoutais ses vidéoclips. Ma mère me disait « Wow! » Donc, je dansais beaucoup sur les vidéoclips à Jennifer Lopez. Oui, c'était vraiment une artiste que j'aimais beaucoup. Ensuite, Demi Lovato. Wow, vraiment, Demi Lovato aussi, je l'aime beaucoup comme artiste. J'aime beaucoup. Il y a plusieurs autres artistes, là. Marie-Mé également. Donc, ce sont trois bonnes sources d'inspiration pour moi. Sourdidinguette, on te connaît, on te voit ce soir comme drague, mais tu fais aussi du cinéma sous ton autre nom, ton vrai nom, j'ai envie de dire, entre guillemets, Mathieu Courtemanche. Tu as présenté 2 films cet automne dans le cadre du Festival international du cinéma adapté de Montréal. Qu'est-ce qui te passionne dans le cinéma? J'adore le cinéma parce que dans mon parcours d'enfant jusqu'à maintenant, ça a commencé par la danse, ensuite littérature, peinture, puis tu sais, c'est comme beaucoup d'art. Et au final, je me suis dit, je vais regarder c'est quoi le cinéma. Et la révélation là-dedans, c'est que tu peux prendre tous les gars ensemble puis mettre ça dans un écran.
Fait que ça m'a inspiré. Puis mon plus beau rêve que j'aimerais faire, c'est la comédie musicale. Fait que là, il y a la danse, il y a la musique, il y a la peinture dans tout un seul écran, comme je disais. Puis ce qui est fun là-dedans aussi, c'est que il y a des choses qu'on veut exprimer que finalement, ça se dit pas verbalement. Ça se dit en travail d'équipe, en art, tu sais. Mais justement, comment tu souhaites utiliser la LSQ pour transmettre ton message, transmettre tes émotions? Ben oui, je trouve que c'est hyper important de pouvoir l'exprimer en LQ dans le cinéma parce que c'est un traitement nouveau. Puis quand je dis traitement nouveau, c'est de pouvoir découvrir comment on fait un dialogue en LQ à l'écran. Et au lieu de grandes classiques, bon, on se détaque, on crée ça de la poésie. C'est comme la manière de signer, c'est comme signer le mot poésie. Ça vient du ternum, puis on monte. Mais l'écran aussi va faire ça. Si tu peux jouer avec l'écran, le découpage et toute la façon traitement cinématographique avec la LQ. Qui t'intéresse, là? La musique aussi. Mélanger tout ça ensemble, tout ton parcours. Sorena, tantôt, on va te voir sur la scène faire ton numéro. Quand tu te retrouves sur scène devant le public, la musique commence, comment tu te sens? Moi, je me sens... Oh mon Dieu! Avant, je me suis pratiquée, j'ai revu la chanson. C'est sûr que moi, j'ai déjà eu de l'expérience là, en drague, hein, donc pour moi, c'est assez, c'est assez chouette. Je me sens assez satisfaite quand je suis sur la scène. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'interprète miroir qui t'aide pour la performance. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le rôle de l'interprète miroir pour toi? Oui, en fait, pour moi, c'est pas facile d'entendre les sons, les paroles également. C'est sûr que je connais les paroles de la chanson et puis à un certain moment, je suis capable de bien retracer la chanson, mais pour moi, c'est un modèle de pouvoir avoir l'interprète miroir devant moi. Donc, c'est une personne entendante qui va faire les signes pour te guider, pour savoir quand faire les bons signes au bon moment pour suivre le rythme de la chanson. Oui, c'est ça, exactement, oui. Et des fois, quand les refrains se répètent, moi, je me promène sur la scène, puis je danse. Je voulais prendre le temps de l'expliquer parce que d'abord, tu m'en avais parlé de cette importance-là, mais aussi parce que ça fait quelques spectacles de drague sourde que je vois. Et puis, chaque fois, je l'entends, cette question-là, mais voyons comment ces personnes le font. Donc, c'est grâce à cette belle collaboration-là. Il y a un travail fait en amont aussi. Sourdi, tu veux ajouter quelque chose? Oui, puis que oui, comme on peut voir qu'il y a des interprètes miroirs pour l'aider, mais il y a aussi, avant d'être interprète miroir, les interprètes permettent aux gens de définir quels sont les mots qu'ils ne connaissent pas ou quoi que ce soit. C'est comme il y a la langue française qui est difficile à traduire en LQ. C'est ça l'avantage qu'on peut avoir avec les interprètes miroirs. Oui, parce que le travail se fait en avance, là. C'est pas on se présente ce soir sur scène, puis les deux, il y a eu un travail fait avant. Sourdi, comment tu décrirais la communauté drague sourde au Québec? Pour toi, OK. Sourdi, oui. La communauté drague en LQ, c'est intéressant parce que c'est comme, oui, c'est pratiquement commun que pour les personnes entendantes, mais ce qui sort de les personnes entendantes ou les dragues qu'on voit en ce moment, c'est le fait qu'on est plus dans le chante, on est plus en train de dire, OK, moi, je suis capable de signer, moi, je suis une personne chaude, mais je suis capable de faire comme vous autres, et nous aussi, on va faire comme vous autres. Tu sais. C'est un moyen comment on appelle ça, de empowerment. On peut dire ça de même. Bon mot, ça. Empowerment. Pas français, mais un mot qui résume bien quand même. J'aimerais qu'on j'aimerais qu'on termine l'entrevue aujourd'hui en parlant d'intersectionnalité noire et queer. MAP nous en a parlé que c'était en ce moment
un désir du Centre DCR indisciplinaire de travailler sur cette intersectionnalité-là. Ça fait quelques fois à l'émission, depuis qu'on a commencé le balado, là, qu'il y a des invités qui nous partagent que c'est pas toujours évident de combiner ces deux identités, queer et noir. Comment vous le vivez? Je vous pose la question à toutes les deux. Comment vous vivez cette intersectionnalité queer-noire-là? Ben, franchement, c'est surtout le fait d'être au Québec en tant que personne noire. C'est comme on parle pas des personnes noires, c'est pas une majorité au Québec, c'est une minorité. Fait qu'il y en a un gros impact, comme mettons, moi, je suis issu d'une famille blanche qui connaît pas ma famille noire. Fait que si je veux parler de la culture noire, franchement, je suis pas bien placé. Parce que tout ce qui est connu dans la culture noire est à partir du Québec. Fait que c'est là où est comme un détachement que je veux me connaître dans la culture noire. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des personnes au Québec en tant que noirs, comme afro-québécois, pour se reconnaître. Alors que quand on est queer, c'est plus large, c'est plus varié, parce que même les personnes blanches sont queer. Fait que là, c'est là où c'est un peu nébuleux. C'est dans les personnes noires, ça peut être difficile, mais en tant que queer ou non, puis aussi en tant que personne queer, ça peut être difficile en tant que noir ou non. C'est un couchi-coucha entre les deux. Et ta pratique artistique, est-ce qu'elle t'aide à cheminer et à te trouver, toi, dans ça? Tout à fait. Parce que c'est un moyen. Parce que moi, toujours, de toute façon, quand je fais de l'art, je fais de la recherche. C'est comme je veux rechercher les choses pour comprendre, ensuite faire de l'art. Fait que c'est là où que je me permets à me reconnaître. C'est comme, j'achète quelque chose, puis ça m'épée, parce que là, ça me parle, puis c'est une utilisation d'art de cette façon-là. Et toi, Rosanna, comment tu vis cette conjugaison de tes identités queer et noires? Pour moi, c'est un mélange. Hein? Oui, je suis queer. Ben, en fait, il y a plusieurs nationalités, il y a beaucoup de diversité. Donc, il y a des gens qui sont queer, des gens qui ne le sont pas. Il y en a qui ne savent pas trop c'est quoi tout ce qui touche à ça. Donc, c'est assez difficile à dire, là. Donc par exemple, pour ajouter un drapeau, pour le drapeau trans, par exemple, ou un drapeau... Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, il y a plusieurs drapeaux Il y a des gens qui connaissent la communauté LGBT, d'autres non, donc ça dépend. Ouais, c'est pas toujours facile de conjuguer ensemble ces identités-là. Là. Ouais. Exactement, c'est ça. C'est ça. Alors, sur Didinguette, Rosanna Soleil, merci beaucoup de votre présence à l'émission. Et puis, bien, vous allez rester sur scène le temps qu'on enlève toute l'installation ici. On va vous faire de la place, puis vous allez clôturer le festival pour un gros party. Puis il y a Stéphane, alias Marilyn Monroe, ce soir, qui est là aussi également. Donc, on va prendre une petite pause pour replacer tout ça et poursuivre le festival. Merci à vous deux. Ben, merci à toi. Merci beaucoup. Mes remerciements cette semaine, le directeur général de l'Association des sourds de l'Estrie, Stéphane Jacques. Merci beaucoup pour l'accueil et la confiance pour ce soir. Merci également à la direction générale du Centre DCR indisciplinaire, MAP, d'avoir été avec nous. Merci aux artistes drague Sourdi Dinguette et Rosanna Soleil, qui seront en spectacle tout juste après. À la technique ce soir, Lou Perreno. Et nos interprètes en langue des signes, Catherine Langevin-Pépin et Daphné Pierre-Louis.
Merci à l'appui financier de l'Association des sourds de l'Estrie pour l'organisation de cette émission spéciale. Un merci particulier à Roxane Fauché-Denis d'avoir été de la partie là, tout au long des dernières semaines pour nous aider à préparer tout ça. Si jamais vous nous découvrez ce soir, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à nous suivre sur YouTube. Si ça vous intéresse d'avoir accès à un podcast, à un balado interprété en langue des signes, bien, ça va nous faire plaisir de vous pouvoir nous compter dans notre auditoire. Je rappelle notre site internet touste.com, TOUSTES.com. Toutes les informations sont sur le site internet. Je m'appelle Kim Roy-Grenier. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous ce soir. Et c'est pas terminé, le festival se poursuit. Bonne fin de soirée, bon party.